La RE 2020. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler de la réglementation, la RE 2020, qui avait été d'ailleurs avec un nom. Voyez, en vous préparant ce podcast, je m'en suis aperçue. Entre professionnels, nous disons bien sûr la RE, réglementation énergétique, mais en fait, eh bien, c'est la réglementation environnementale bâtiment, c'est le nom que le gouvernement a souhaité lui donner à sa parution. Et donc, évidemment, cette nouvelle réglementation va rentrer en vigueur au 1er janvier 2022, donc très prochainement. Et pour faire la succession à la RT, réglementation thermique 2012, pour la construction, bien sûr, des bâtiments neufs. Donc, nous allons aborder ce point, d'ailleurs, sur ce podcast, avec évidemment une implication, vous allez voir, puisque les couches se multiplient, nous sommes dans un millefeuille juridique français, donc vous allez voir aussi que ça va avoir une implication pour vous, évidemment, en tant qu'investisseur immobilier et aussi en tant qu'acquéreur, et notamment dans les travaux de rénovation pour donner de la valeur vénale à votre bien immobilier, c'est-à-dire augmenter la valeur, mais on va voir tout cela dans le podcast, donc je vous recommande bien sûr de l'écouter jusqu'au bout. Et j'attends bien sûr vos commentaires comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, cette réglementation, donc la RE 2020, eh bien, je vais vous parler de ces lignes principales qui se déclinent sur 3 axes. Alors, vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur le site www.comintermicien.fr, d'où est issu ce podcast. C'est un excellent article d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous le mettre par la voix et pour vous le partager. Puisque évidemment c'est la lecture vue par un thermicien. Nous verrons d'autres lectures d'ailleurs, vous savez, c'est toujours bon d'avoir différents points de vue, ça nous rend bien sûr plus curieux et plus attentifs aussi dans nos réflexions. Alors, 3 objectifs pour cette nouvelle réglementation. Le premier, eh bien, ce sont bien sûr des bâtiments qui doivent moins consommer et utiliser des énergies moins carbonées. Deuxième objectif, eh bien, c'est ménager une transition progressive vers des constructions bas carbone, misant sur la diversité des modes constructifs et la mixité des matériaux, avec notamment, vous le savez, l'utilisation des matériaux biosourcés dont je vous parle évidemment très régulièrement, comme le bois, le béton de chanvre ou la paille. Troisième objectif, eh bien, des bâtiments plus agréables en cas de forte chaleur, puisque vous savez que vous allez devoir respecter une température maximale de confort par rapport à la température extérieure. Alors, les dates d'entrée en application. Donc, les logements d'habitation, dont les maisons individuelles, seront les premières concernées pour tous les permis de construire déposés après le 1er janvier 2022. Donc, vous savez que pour les professionnels de l'immobilier, actuellement, c'est la course à l'échalote, bien sûr. Pour pouvoir déposer tous les permis de construire avant cette échéance, donc jusqu'au 31 décembre 2021, pour ne pas être sous l'égide justement de cette future réglementation, tout simplement parce que nous sommes dans le flou artistique, évidemment, par rapport au budget que va coûter la construction de ces nouveaux matériaux. Donc c'est vrai que pour l'instant, on va dire c'est la course à l'échalote. Vous savez, il vaut mieux tenir que courir. C'est ce que disaient nos anciens. Donc c'est la raison pour laquelle nous préférons pour l'instant, à ce jour, en tant que professionnels de l'immobilier, déposer nos permis de construire avant le 31 décembre. Mais de toute façon, il faudra bien s'y soumettre.
Alors, quels sont les indicateurs de cette nouvelle réglementation environnementale 2020 ? Eh bien, nous allons les voir ensemble. Alors, le passage justement de la réglementation thermique à la réglementation environnementale, vous voyez déjà dans la terminologie employée, eh bien avant on parlait de réglementation thermique, aujourd'hui on parle de réglementation environnementale, donc on voit déjà rien que dans la terminologie que nous tournons vers d'autres aspirations. Évidemment par rapport à notre société. Alors, ce passage va se traduire par de nouveaux indicateurs de performance, dont 6 indicateurs avec une exigence de résultats contre 3 pour la réglementation thermique 2012. Alors, tout d'abord, les indicateurs énergie. Alors, 3 indicateurs, c'est le B-bio, ça veut dire besoin bioclimatique exprimé en points. C'est un indicateur repris de la réglementation d'ailleurs thermique 2012. Il permet de mesurer la capacité d'un bâti à limiter simultanément les besoins en énergie pour le chauffage, le refroidissement, l'éclairage artificiel, et ce, indépendamment des systèmes énergétiques et équipements choisis. Le B-bio doit être obligatoirement inférieur à une valeur maximale. Il y a un autre indicateur donc, qui s'appelle le B-biomax, qui dépend des caractéristiques de la construction, dont la localisation géographique, la surface, etc. La réglementation environnementale doit renforcer significativement l'exigence en abaissant le B-biomax de 30%, par rapport à la réglementation thermique 2012, que ce soit pour le résidentiel individuel ou collectif. Deuxième indicateur, vous avez le CEP, ce qui signifie consommation en énergie primaire exprimée en kilowattheure par mètre carré par an. Alors, vous allez voir, vous allez vraiment découvrir un tout nouveau vocabulaire. Ne vous inquiétez pas, de toutes les manières, vous allez bien sûr l'appréhender au fil du temps, puisque nous allons échanger sur le sujet, bien sûr. Donc, pas de souci, n'ayez aucune crainte. Alors, donc le CEP, je rappelle, consommation au pluriel en énergie primaire exprimée en kilowattheure par mètre carré par an. Alors, cet indicateur détermine la consommation conventionnelle des bâtiments pour les usages en éclairage artificiel, la mobilité interne des occupants, le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et de ses auxiliaires. Ce CEP doit obligatoirement être inférieur à une valeur maximale. Pareil, il y a un indicateur, c'est le CEP max, qui dépend également des caractéristiques du projet. Alors, le CEPNR, c'est loin d'être évident à dire, le CEPNR, c'est la part non renouvelable, donc ce sont les consommations en énergie primaire non renouvelables, et donc ça doit être inférieur au CEPNR max. Pareil, il y a un indicateur spécifique. Alors ensuite, vous avez les indicateurs carbone, donc vous avez 2 indicateurs. C'est l'indice IC composant, c'est l'indice carbone composant exprimé en kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré qui comptabilise les émissions liées à la production des composants des bâtiments, leur transport, leur installation, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, fixé de manière conventionnelle à 50 ans, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie. Il remplace l'indice EGES PCE du label E+C-. Ensuite, deuxième indicateur carbone. Donc, c'est l'indice IC énergie. Ça veut dire indice carbone énergie exprimé en kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré. Totalise les émissions associées aux consommations d'énergie primaire du bâtiment durant ses 50 ans de durée de vie. L'IC énergie ne devra pas dépasser l'IC énergie max, un seuil d'émission maximum modulé en fonction de divers paramètres. Il remplace lui aussi l'indice EGES exploitation du label E+C-.
Alors, nous allons aborder le concept du confort d'été. C'est pareil, vous allez avoir différents indicateurs. Alors, qu'est-ce que le confort d'été? Alors, vous avez un indicateur qui est le DH, le degré-heure, exprimé en degrés Celsius point heure, qui va mesurer l'inconfort d'été du bâtiment. La réglementation environnementale 2020 considère le bâtiment inconfortable lorsque sa température intérieure dépasse le seuil de 28 degrés le jour et 26 degrés la nuit. On va simuler donc une année complexe grâce au logiciel Réglementation environnementale 2020 pour comptabiliser le nombre d'heures pendant lesquelles ce seuil est dépassé, multiplié par le nombre de degrés d'écart au seuil. Cette somme totale doit être inférieure au DH, donc au degré d'heure maximum. L'indicateur DH remplace l'indicateur TIC de la réglementation thermique 2012. Alors, il existe plusieurs autres indicateurs à calculer, notamment des indicateurs dits pédagogiques, mais sur lesquels ne figurent pas d'exigences particulières. C'est l'IC bâtiment, le stock C, etc. L'ensemble des indicateurs sont calculés selon une nouvelle méthode de calcul, la TH-BCE 2020, qui remplace la TH-BCE 2012. À ces exigences de résultats sont associées la plupart des exigences de moyens déjà connues en réglementation thermique 2012, notamment la règle des 1/6 de surface vitrée par rapport à la surface habitable, la perméabilité à l'air, les traitements des ponts thermiques, etc. Il faut aussi noter que le calcul de la surface prise en compte change. La nouvelle surface en référence de logement sera la CHAB, c'est-à-dire la surface habitable, et la SU, la surface utile, pour le reste des usages autres que ceux d'habitation. De fait, cette modification vient renforcer encore davantage les exigences rapportées à la surface des bâtiments. Alors, nous allons aborder bien sûr les différentes évolutions par rapport à la réglementation 2012. Qu'est-ce qui change? Alors, la SRT est abandonnée et remplacée en logement par la CHAB, la surface habitable, et en tertiaire par la SE, la surface utile. Les fichiers météorologiques ont été actualisés avec une année classique et une année caniculaire. Pour cela, 2 stations météorologiques ont été modifiées en H2B, La Rochelle à Tours et H3, Nice à Marignane. Ensuite, la méthode de calcul énergie a un peu évolué en résidentiel, baisse de l'ECS, c'est l'eau chaude sanitaire, augmentation du chauffage. Les besoins de froid sont systématiquement calculés dans le BBio. Le coefficient d'énergie primaire de l'électricité passe de 2,58 à 2,3. Le coefficient de conversion CO2 de l'électricité passe de 210 grammes par kilowatt à 79 grammes par kilowatt. De nouveaux coefficients de modulation. L'intégration dans le coefficient CEP de nouveaux postes de consommation, notamment les parkings, les déplacements, les éclairages des parties communes. Un garde-fou a été mis en place pour les protections solaires étendues à l'ensemble des baies et non plus uniquement à celles destinées au sommeil. Une valorisation du photovoltaïque uniquement quand la production est concomitante à la consommation. Export à 0. De plus, les nouveautés suivantes seront à prendre en compte, notamment la méthode ACV dynamique pour le calcul carbone. L'ACV, c'est l'analyse du cycle de vie. Nous allons en parler dans quelques instants. Une obligation de saisie détaillée des équipements, hors l'eau 8.1, 10 et 11 dans le calcul carbone. L'obligation de vérifier les systèmes de ventilation et ses mesures de ses performances.
la pénalisation des valeurs prises en compte dans le calcul énergétique en cas de mesure de perméabilité à l'air par échantillonnage en logement collectif, la possibilité d'appliquer la réglementation environnementale 2020 pour des bâtiments existants, c'est une notion excessivement importante, le calcul de climatisation fictive, même s'il n'y en a pas, avec un fichier météorologique caniculaire pour les bâtiments dont le DH est supérieur à 350 degrés/heure. Abordons maintenant le sujet de l'analyse de cycle de vie dynamique, dit ACV. Alors, le label E+C-, qui avait préfiguré la RE 2020, incluait un calcul statique justement de l'analyse du cycle de vie. La date d'émission des gaz à effet de serre n'était pas prise en compte dans le calcul de l'impact sur le changement climatique. La méthodologie de la réglementation environnementale du calcul des émissions de gaz à effet de serre repose sur une méthode d'ACV, d'analyse du cycle de vie dynamique. Chaque émission de gaz à effet de serre doit être datée afin de lui associer le bon coefficient de pondération. Ainsi, plus une émission a lieu tôt, plus son impact est important sur le potentiel de réchauffement climatique. Plus elle est tardive, plus son impact est faible. Alors, quelles sont les conséquences de la réglementation RE 2020 ? Et nous terminerons sur ce sujet. Alors, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr me suivre sur mes différents réseaux sociaux, mon compte TikTok, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, le groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je vous réalise notamment des lives le samedi à 18h et je vous publie évidemment des articles tous les jours, et bien sûr sur Clubhouse, le réseau social américain, où je vous réalise du contenu avec des actualités, des informations et des cours juridiques. Allez, les conséquences de cette réglementation. Alors tout d'abord, il y a un renforcement d'environ 30% du BBio Max. C'est un effort important sur les maisons et les immeubles collectifs. Ensuite, vous allez avoir la suppression du gaz en maison individuelle dès 2022, sauf exception. La suppression du gaz, sauf en mode hybride, pour les immeubles collectifs à partir de 2025. Il y a une incitation à recourir à un maximum de produits disposant de FDES, ce sont des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et de PEP, ce sont les profils environnementaux de produits. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons le site bâtiment-énergie-carbone-tout-attaché.fr à la rubrique justement de données environnementales. Ensuite, il y a une incitation à recourir de plus en plus à des matériaux biosourcés, le bois, la paille, le béton de change, je vous en parle évidemment très régulièrement, et une obligation à partir de 2031 de construire avec des matériaux dits à très faible impact environnemental. Alors, selon évidemment les nouveaux changements, vous aurez une nouvelle version sur le site www.comintermicien pour prendre en compte évidemment le calcul des exigences de la nouvelle réglementation bâtiment lorsqu'elles seront applicables. Donc, je vous invite évidemment à vous rapprocher de ce site internet éminemment bien expliqué et conçu, et bien sûr je vous tiendrai au courant. Voilà, écoutez, ce podcast est terminé. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite bien sûr une très belle journée, très bon investissement à vous et à très bientôt pour la suite. Bye bye, ciao, je vous embrasse.